Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du moniteur Xiaomi Mi Curve Gaming Monitor 34 pouces. C'est la version panoramique du moniteur pour joueurs de Xiaomi. C'est un modèle plutôt bien conçu, plutôt bien équipé, on va dire, qui a un bon rapport qualité-prix, même si ça dépend des périodes de promotion. On va revenir donc en détail sur son ergonomie, sa qualité d'image, sa réactivité et sa consommation. Tout ça pour savoir si ce moniteur vaut vraiment le coup et s'il fait le poids face à la concurrence. En ce qui concerne l'ergonomie, alors c'est pas parfait, mais c'est déjà très bon pour un moniteur. Il y a plusieurs réglages qui sont intéressants. Le premier, il est indispensable pour un moniteur, c'est le réglage en hauteur. Ici, il est réglable sur 12 cm, donc c'est pas mal. C'est un débattement qui est correct, qui est vraiment honnête. Pour ajuster le moniteur à son regard, on conseille de toujours l'ajuster un petit peu en dessous de son regard, une dizaine de centimètres en dessous. Et donc là, on va pouvoir le régler très précisément à sa hauteur. On a aussi la rotation sur plus ou moins 35 degrés. C'est pas mal aussi, franchement, ça permet, si on n'est pas en face de l'écran, par exemple dans une chambre, si on veut regarder un film, on va pouvoir se mettre plus loin, tourner l'écran sans avoir à tout déplacer. C'est deux ajustements qui sont très bons. On n'a pas de pivot, c'est-à-dire de passage en mode portrait. Ça ne sert pas à grand chose sur un moniteur 34 pouces panoramique, mais c'est toujours notable de ne pas l'avoir. Et on a évidemment l'inclinaison qui va se faire entre moins 5 et plus 15 degrés. Donc c'est léger, mais ça suffit aussi pour parfaitement ajuster le moniteur quand il est en bas et quand il est en haut. Voilà, maintenant on va vous parler de l'arrière et de la gestion des câbles qui est très bien faite sur ce modèle. Donc à l'arrière, on retrouve un pied entièrement caréné et ils ont mis la bonne idée de mettre un système de gestion des câbles entièrement magnétique qui s'enlève très facilement. Donc on a la même chose au niveau de la connectique, il suffit de tirer et le système est maintenu en fait par un système d'aimant. C'est très bien fait, ça permet de cacher l'ensemble des câbles donc derrière le moniteur et c'est quand même vraiment pas mal. Ce moniteur est également fourni avec un kit pour assurer la compatibilité avec les fixations VESA 75 par 75, donc on va pouvoir le monter aussi sur un bras pour ceux qui possèdent des bras par exemple. Le pied est assez classique, il est fourni en deux parties, donc une partie le pied à venir visser au bras aussi, au bras réglable et ensuite l'écran qui va venir se placer sur le bras à l'aide d'un système assez classique de clip. C'est du classique pour les moniteurs, ça marche plutôt bien, ça se clip facilement. Voilà, on va montrer la connectique. Donc ici, vous voyez comme on disait le kit de fixation VESA, donc il y a un support avec des vis mâle-femelle qui va venir se mettre ici pour avoir les trous de fixation pour venir placer le moniteur sur un bras VESA 75 par 75. Ici, on va retrouver toute la connectique. Donc on aura deux ports HDMI, deux ports DisplayPort, une sortie casque et la prise d'alimentation. Comme on le disait, il nous manque l'USB sur ce modèle. On n'a pas d'USB ni sur la tranche ni derrière, donc on ne pourra pas connecter directement des périphériques. C'est notamment très utile sur la tranche pour brancher des clés USB et des disques durs externes. Derrière, on aurait bien aimé aussi voir un port USB-C, pratique pour brancher un ordinateur portable. L'USB-C, ça assure la charge, le transfert des données, des ports USB intégrés et en plus de la vidéo via un seul câble. C'est quand même un standard qui vise à se démocratiser et qui permet avec un seul câble de faire beaucoup de choses. C'est dommage qu'il n'y soit pas. Ça n'intéressera pas tout le monde, notamment ceux qui ne sont pas équipés d'ordinateur portable. Donc c'est un point négatif qui peut ne pas en être un en fonction de votre usage. On n'a pas d'enceinte non plus sur ce modèle. Alors souvent les enceintes sont de piètre qualité sur les moniteurs, mais ça peut dépanner quand on veut regarder une vidéo, partager une vidéo, écouter une simple vidéo sur YouTube comme celle-ci, où il n'y a pas de musique par exemple, pas trop de musique. Donc ça peut servir, c'est utile. Pour écouter des podcasts, souvent ça suffit largement. Et voilà, donc on n'a pas ça. Sur cette partie-là, on va retrouver donc les boutons de réglage de l'OSD. Alors là, c'est pareil, ces petits points négatifs. On a des boutons simples, là où la plupart des fabricants aujourd'hui du marché mettent un joystick à 4 directions cliquable, quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus utile, pratique en tout cas au quotidien pour naviguer dans les menus. Là, avec les boutons, c'est beaucoup moins pratique, puisqu'il faut jongler entre valider, revenir en avant, en arrière ou annuler. Avec les 4 boutons, heureusement le bouton d'alimentation est un peu plus bas, donc on fera moins d'erreurs de manip, mais il y aura quand même des erreurs de manip et de temps en temps on va éteindre le moniteur au lieu d'effectuer un réglage. Donc heureusement qu'on n'a pas à faire des réglages tout le temps dans le SD, que ça se fait
très rarement et donc c'est pas trop handicapant, mais on aurait préféré un petit joystick. Voilà pour la partie ergo de ce moniteur qui est bonne, globalement bonne. Il y a 2 petits points qui sont frustrants, mais c'est bon. On aurait voulu avoir mieux, surtout quand on voit le niveau de finition des caches aimantées qui auguraient du meilleur et finalement ils oublient 2-3 petits points de détail qui auraient pu faire la différence et qui auraient pu lui permettre d'avoir la note maximale en ergonomie. Donc en termes de qualité d'image, on est sur une dalle 34 pouces ultra wide Quad HD, donc elle va afficher une définition de 3440 par 1440 pixels. C'est une définition qui est inférieure à l'Ultra HD, on est un peu en dessous. C'est une définition en gros d'un 27 pouces Quad HD qu'on aurait un peu élargi. Donc c'est un 27 pouces élargi sur les côtés. Le côté panoramique de la dalle, ça améliore l'immersion dans les jeux. Alors il faut avoir un peu plus de recul parce qu'on va avoir une image plus large. Pour les jeux très réactifs comme les FPS ou les gens qui font de la compétition, on conseillera plutôt un écran moins large, un 27 pouces classique, qui va permettre de bien voir ce qui se passe sur les côtés. Là, on va voir ce qui se passe sur les côtés, mais il faut l'avoir un peu plus loin. Souvent, les compétiteurs préfèrent des écrans plus petits, un peu moins larges. Là, c'est vraiment pour tout ce qui est simulation automobile, tout ce qui est pour les jeux, les FPS, ça va marcher, mais tout ce qui est plutôt solo en compétition, ou sinon on pourra limiter l'image sur du 27 pouces sans utiliser la largeur de l'image. En tout cas, c'est très bien pour les jeux. On a une dalle 144 Hz native, donc il va pouvoir monter jusqu'à 144 images par seconde. Le moniteur est compatible FreeSync. On y reviendra plus tard, donc ça permet d'adapter la fréquence d'affichage en fonction du nombre d'images envoyées par la carte graphique pour éviter les déchirements de l'image. Donc en termes de qualité d'image pure, on a été agréablement surpris parce que dès la sortie de la boîte, on a quand même une belle qualité d'image avec un delta E, donc des couleurs, un delta E moyen mesuré à 2,8. Donc c'est inférieur à la valeur de 3. La valeur de 3, c'est un seuil en dessous duquel l'œil humain ne détecte plus la nuance entre les différentes teintes de couleurs. De manière générale, pour ce qui est des écrans, lorsque les delta E est inférieur à 3, on peut considérer les couleurs affichées par l'écran comme identiques à celles envoyées par la source. Donc le bleu sera bien bleu. Et ben non, sauf pour le bleu justement sur ce moniteur, qui est la seule couleur qui dépasse cette valeur et qui est visible puisqu'il atteint presque 6. Et donc même calibré, le bleu va rester à 6. Donc c'est la seule teinte de couleur, on va réellement voir la différence à l'œil nu. Pour les autres couleurs, tout ce qui est couleur pastel, magenta, cyan, etc. C'est très bon puisqu'on est toujours en dessous de 3 quasiment. Donc c'est une très bonne qualité d'image. La température des couleurs mesurées, le standard c'est 6500 Kelvin. On est à 6570 Kelvin. Donc c'est excellent. Même quand on baisse la luminosité pour nos tests, on va calibrer tous les écrans à 150 candela. Même quand on baisse la luminosité donc dans les menus à 44 pour être à 150 candela, on va être toujours autour de 6500 Kelvin. Donc c'est excellent. Le gamma est un peu en dessous. Donc le gamma c'est le suivi des niveaux de gris entre les gris très sombres et les gris très clairs. Il y a une courbe pareille de référence à suivre. Donc là on est un peu en dessous, on est à 2,1. Dans les faits, ça se traduit par des grilles, des niveaux de gris légèrement surexposés. La valeur cible, c'est 2,2. Alors, on n'est vraiment pas loin. Franchement, c'est vraiment très bon. Si on remonte le niveau de gamma qui est réglable dans les réglages à 2,4, on remonte à 2,3. Donc, on n'arrive pas à atteindre vraiment cette valeur de 2,2. Mais ça reste quand même très bon. Surtout, on est sur une dalle VA. Donc Vertical Alignment en anglais, en français, alignement vertical. C'est une technologie LCD particulière. Donc on est sur un excellent contraste qui est mesuré ici à 3370 pour 1. On a un niveau de noir qui descend à 0,04 candela par mètre carré. C'est excellent. Même dans le noir, si vous regardez par exemple un film avec des sous-titres, même assombris, on ne verra pas le côté noir grisâtre qu'on aura sur les dalles IPS ou sur les dalles qui offrent que 1000 points de contraste. Là, on va avoir un noir vraiment suffisamment profond, natif, donc sans aucun effet de blooming dû à un système de rétroéclairage dynamique. On est vraiment sur une très belle dalle en termes d'homogénéité donc de la dalle. Donc c'est-à-dire qu'on va mesurer la luminosité de la dalle sur du blanc sur plusieurs secteurs en fait de la dalle pour voir si elle affiche en gros le même niveau de luminosité sur l'ensemble de la dalle. On est à 8% d'écart par rapport au centre, c'est franchement très bon. L'œil humain pareil détecte une variation au-delà de 20% d'écart d'uniformité, donc là 8% on verra pas d'écart visuellement. Les angles de vision ils sont également très bons, sachant que c'est un écran incurvé sur un rayon de 1,5 m, donc c'est assez large. Une fois qu'on est au centre de l'écran, on sera à la même distance et on va éviter du coup les effets avec les angles de vision, et sachant que les angles de vision sur une dalle VA sont assez bons, on est un peu en delà d'une dalle IPS, mais franchement on a très peu de variations sur les couleurs et sur la luminosité, et de toute façon un moniteur par définition est fait pour être utilisé de face, et en plus celui-là dispose de la rotation.
Donc on n'aura pas de problème d'angle de vision sur ce modèle et ils sont très bons. Voilà pour ce qui est de la qualité d'image. Pour nous, c'est 5 étoiles. C'est ce qui se fait de mieux. Il est parfaitement calibré de base. Quand on bouge les réglages à la main pour obtenir une luminosité souhaitée qui est un peu moins forte, les réglages restent bons. Et on l'a même calibré avec une sonde. Là, évidemment, tout est parfait. On descend même un delta E inférieur à 1,5, ce qui est excellent. Par contre, on a toujours le bleu qui est proche de 6. Ça bouge pas, même la sonde ne peut rien faire puisque le bleu natif de l'écran est pas bon. Mais franchement, c'est vraiment excellent. Même ceux qui font un peu de retouche photo, un peu de bureautique, n'auront pas à craindre de mauvaises couleurs. En termes de réactivité, donc ce moniteur vise essentiellement les joueurs. On a une dalle 144 Hz qui est dépourvue de scintillement, donc il est flicker free. Quand on va baisser la luminosité, l'image ne va pas scintiller. C'est un phénomène qui touche certaines personnes qui les rendent sensibles, ce scintillement donne des maux de tête, etc. Ça ne sera pas le cas avec ce moniteur. Il est compatible donc FreeSync entre 48 et 144 Hz. Donc si la carte graphique envoie entre 48 et 144 Hz, la fréquence de rafraîchissement de la dalle va s'ajuster sur le nombre d'images envoyées par la carte graphique. Tout ça pour que ce soit parfaitement synchronisé et qu'on évite les déchirures de l'image lors de la resynchronisation de l'écran. Ça arrive quand on n'utilise pas de VRR et qu'on n'utilise pas la synchro verticale, le V-Sync. Enfin, il n'est pas certifié chez Sync, mais toutes les cartes GeForce aujourd'hui sont compatibles avec les écrans FreeSync. Donc même si vous avez une carte Nvidia, vous pourrez activer le G-Sync dessus et ça fonctionnera parfaitement. C'est juste qu'il n'est pas certifié, donc on n'a pas les critères Nvidia de qualité, mais honnêtement, ça fonctionne très très bien. Et on a mesuré donc un temps de rémanence, donc le temps que met les pixels à passer d'un état à l'autre. On l'a mesuré à 7 millisecondes, donc on est même à 5 sur un fond clair et on passe à 9 sur un fond sombre. 7 millisecondes, c'est très très bon. Alors on est loin des meilleurs moniteurs. Les meilleurs moniteurs du marché, c'est les Samsung 240 Hz Odyssey G7 qui descendent à 4,5 millisecondes. Donc là, c'est très 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 rapide et en plus, c'est du VA. Il y a des modèles TN qui descendent encore plus bas à 3,5 millisecondes, mais là, une dalle TN, on a un contraste très faible et des angles de vision très réduits. C'est quand même pas la meilleure technologie d'affichage. En tout cas, c'est pas polyvalent pour intéresser les joueurs qui font que jouer, mais pour les films, etc., c'est pas terrible. Là, on est sur une dalle VA très polyvalente. 7 millisecondes, ça reste un très bon temps de rémanence qui va entraîner très peu de flou derrière les objets en mouvement. On est réglé avec un overdrive ici sur l'overdrive moyen, qui est le meilleur réglage. L'overdrive, ça va être c'est un réglage dans l'OSD, donc dans le système de l'écran, qui va permettre d'accélérer la rotation des pixels. En fait, les pixels vont tourner un peu plus vite, au risque de tourner des fois un peu trop vite et d'aller chercher des couleurs un peu trop loin. Mais le réglage sur moyen n'entraîne pas de reverse ghosting et réduit notablement les traînées, donc le ghosting, les traînées derrière les images en mouvement. Donc c'est un bon réglage. Avec un réglage plus élevé, on va se retrouver avec du reverse ghosting. Donc en fait, on a derrière un objet en mouvement, on va se retrouver avec sa traînée en négatif. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc il faut éviter le réglage élevé. On va régler sur un réglage moyen. Donc c'est très bon, un très bon temps de rémanence. En termes d'input lag, de retard à l'affichage, donc là, on va essayer de mesurer le retard, le décalage qu'il y a entre une action à la manette ou au clavier et sa répercussion à l'écran. Là, on a mesuré 12,2 millisecondes à 60 Hz, donc c'est très très bon puisqu'on est en dessous d'une image par seconde. C'est des très bonnes valeurs, c'est des valeurs communes, on va dire, à tous les moniteurs PC. On est tout le temps aux alentours des 10 millisecondes. Donc en gros, il n'y a aucun décalage entre l'action à la souris, au clavier ou à la manette et sa répercussion à l'écran, et ça, c'est très bon pour un moniteur de jeu. Autre fonctionnalité intéressante en termes de réactivité à ce niveau de prix, c'est le système de balayage du rétroéclairage qui s'appelle ici Motion Response Time, qui a été baptisé en français de réponse en français. C'est bizarre. Donc, ces systèmes permettent d'insérer des images noires entre chaque image pour aller tromper la persistance rétinienne. Vous savez que l'œil, en fait, quand un objet est en mouvement, va imprimer son mouvement précédent et créer un effet de flou. En fait, c'est l'œil qui crée un effet de flou, même sur les écrans très très rapides, comme le LED par exemple. Et pour tromper cet effet de flou, les fabricants ont créé un système qui permet d'insérer une image noire entre deux images, qui permet à l'œil de voir une image noire et donc d'effacer totalement l'image précédente pour revenir sur une image parfaitement nette, et donc du coup ça marche vraiment à l'écran puisqu'on va se retrouver avec une image nette à l'écran. Par contre, on peut sur certaines personnes, on peut voir le scintillement puisqu'il y a vraiment un balayage. Du coup, le système d'éclairage s'éteint et se rallume très très vite entre deux images, donc ça peut être gênant. Ce système sur cet écran est utilisable mais en désactivant le FreeSync, donc on ne peut pas utiliser les deux en même temps, et ça sera utilisable uniquement à 120 Hz. Donc ce système est utilisable sur cet écran uniquement en désactivant le FreeSync. Il n'y a qu'un seul mode, on l'active ou pas, et ça désactive automatiquement le FreeSync. Donc il faudra choisir entre pas de déchirure de l'image
ou le système d'insertion d'image noire. Ça marche bien. De toute façon, il n'y a qu'un seul fabricant sur le marché qui permet d'utiliser les deux en même temps, c'est Asus, qui a développé un système ELMB particulier qui fonctionne aussi avec le G-Sync et le FreeSync. Donc c'est l'un des seuls fabricants du marché à faire ça. Ce système marche bien. Dans la pratique, on préfère quand même conserver le FreeSync qui apporte vraiment de la fluidité dans les jeux au quotidien, plutôt que le système d'insertion d'image noire qui sera peut-être plus utilisé par exemple pour les films, quand on regarde un film et qu'on veut vraiment avoir de la netteté. C'est un très bon écran, très réactif. Là encore, ça peut vraiment faire bien le travail pour jouer aux jeux vidéo. La bonne surprise, ça vient de la consommation. On ne s'attendait pas à ça, mais ça consomme finalement très peu pour un moniteur de 34 pouces. Calibré donc à 150 candela, on calibre tous les moniteurs exactement à la même luminosité pour pouvoir les comparer ensemble, puisque c'est la luminosité de sortie qui va faire foi. Donc quand il est calibré à 150 candela, il consomme seulement 28 watts. Ça représente seulement 65 watts par mètre carré. La moyenne des moniteurs testé en comparaison, c'est 100 watts par mètre carré. Donc on est quasiment 2 fois moins que la plupart des moniteurs du marché, sachant qu'il y a des moniteurs qui vont monter à 120 watts par mètre carré. Donc on est vraiment en dessous de la conso moyenne. Alors ça s'explique parce qu'ils n'utilisent qu'une seule barre de LED située à la base du moniteur et que ça consomme finalement très peu puisque c'est seulement quelques LED répartis en bas du moniteur qui vont permettre d'éclairer toute la dalle via un filtre qui va diffuser la lumière. Donc c'est un très très bon point, ça consomme très peu. En termes de luminosité minimale, on est à 25 candela au minimum et là il ne consommera que 18 watts. En termes de luminosité maximale, c'est un peu décevant puisqu'on est aux alentours de 300 candela par mètre carré pour 41 watts. 300 candela par mètre carré, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des moniteurs du marché. C'est un peu la luminosité maximale standard. Et par contre, le côté négatif, c'est que pour les contenus HDR, c'est extrêmement limité. On n'a même pas testé puisqu'en fait, avec une luminosité de 300 candela, on ne peut pas vraiment faire grand-chose au HDR. En tout cas, on n'aura pas la dynamique de l'image suffisante pour profiter des contenus HDR. En tout cas, en termes de consommation, c'est très très bon. Ça consomme très peu et c'est par rapport aux autres moniteurs du marché, c'est largement en dessous de la moyenne de consommation des moniteurs testés. Pour conclure, donc le moniteur Xiaomi Mi Curve Gaming Monitor 34 pouces est un très bon moniteur pour le jeu. Il se place en concurrence des modèles Huawei et Yamaha qui sont vendus au même prix. Ses points positifs, la qualité d'image, la définition ultra wide Quad HD sur une dalle 34 pouces panoramique. C'est franchement confortable, que ce soit pour le jeu ou pour la bureautique ou pour le multimédia. On a suffisamment d'espace, la définition et la résolution est suffisamment élevée pour travailler et pour jouer confortablement. Attention quand même, pour jouer sur une telle définition avec une telle vitesse de rafraîchissement, 144 Hz, ce qui signifie 144 images par seconde calculées par la carte graphique, il va falloir une carte graphique assez costaud. On parle d'une 3070 Ti, voire d'une 3080. Chez Radeon, on parle d'une 6700 XT ou d'une 6800 XT. C'est des cartes graphiques qui coûtent relativement cher, donc attention quand même à bien vous équiper côté carte graphique. Pour cet écran, on apprécie aussi le contraste évidemment qui est très important, qui va permettre d'avoir des bons niveaux de noir, un temps de rémanence qui est très bon, un input lag qui est très bon, sa très faible consommation et son ergonomie qui est quand même vraiment pas mal. On n'a pas tout, il nous manque encore des choses, mais on a la rotation et le réglage en hauteur, ce qui est quand même des indispensables, surtout le réglage en hauteur sur un moniteur pour être assis confortablement bien droit avec la tête alignée avec le moniteur un petit peu en dessous toujours des yeux. Au niveau de la connectique, il en manque un peu, mais ça n'intéressera pas tout le monde. Souvent, les gens utilisent uniquement du HDMI, du DisplayPort. Au niveau de l'ergonomie, il va manquer peut-être des enceintes intégrées, un hub USB. On aime bien avoir des ports USB sur la tranche pour pouvoir brancher une clé USB, un périphérique rapidement sans avoir à accéder au PC qui est souvent en bas, placé ailleurs, donc c'est pratique. Ça, il n'y a pas sur ce moniteur-là. Donc ça manque de ports USB. On va pouvoir retrouver des ports USB chez les concurrents, notamment chez Yamaha, sur le G-Master GB3461 WQSE. On va trouver des ports USB à l'arrière. Sur le Huawei MateView GT34, on va retrouver un port USB-C par exemple, qui permet de connecter un ordinateur portable directement sur le moniteur. Donc voilà, donc on aura mis juste ces deux petits points supplémentaires, peut-être une réactivité, un temps de rémanence encore meilleur, comparable à ce que fait Samsung sur ses meilleurs moniteurs. Mais en promotion, ce modèle est vendu souvent moins de 500 €, 450 €, voire même parfois un peu moins. Et ça en fait à ce prix-là un bon moniteur pour ceux qui cherchent un moniteur de jeu, d'autant que l'ergonomie, comme vous l'avez vu, est soigné, c'est bien présenté, c'est propre, c'est sobre, moniteur de jeu qui peut se fondre dans la masse et ça on aime. En conclusion, ce modèle Xiaomi prend une note de 4 étoiles bien méritée. On vous donne rendez-vous sur Les Numériques pour le test complet et tous les résultats
de nos tests en laboratoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et dites-nous en commentaire si ce format de moniteur gaming panoramique vous convient, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Et on vous dit à bientôt.